Bonjour, c'est Jérôme et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience, comment je garde le contrôle de mon business en ligne pendant mes voyages. Alors peut-être que vous avez vous aussi un business en ligne sur Internet et que vous envisagez de partir à l'étranger pour des vacances, pour une aventure ou alors pour partir en expatriation et vous souhaitez avoir un retour d'expérience pour vous donner des idées, pour vous réconforter dans le but de préserver, de développer votre business tout en étant loin de la France ou du pays où vous habitez. Alors, je suis qui pour vous en parler? Eh bien, je m'appelle Jérôme, je suis un grand voyageur. Alors, je vais vous montrer en quelques secondes, c'est un peu la carte de tous les vols que j'ai fait ces dernières années. Vous voyez, en Europe, en Inde, je m'amuse comme ça à indiquer les vols que j'ai effectués. Donc, je voyage beaucoup grâce à mon business en ligne. Donc, c'est pour ça, que je peux faire ce retour d'expérience. Prenez bien des notes, car ça peut, à mon avis, beaucoup vous aider ou confirmer des choses que vous avez déjà en tête. Alors, je vais vous donner des conseils basés sur mon expérience concernant le business et puis plus sur la vie personnelle aussi pendant votre voyage, mais ce sont des choses importantes car ça peut avoir un impact sur votre santé, votre bien-être, votre sécurité à l'étranger, ce qui peut aussi avoir un impact évidemment sur votre business en ligne. Alors tout ça, c'est basé sur mon propre retour, ma propre expérience et tout ce qui m'est arrivé dans le passé pendant les voyages, tout ce que j'ai fait, etc. Alors déjà, en business, la première chose à faire, c'est que pour partir en étant serein, si possible, c'est d'avoir un assistant virtuel à vos côtés, c'est-à-dire un assistant qui peut prendre le relais si jamais vous avez un petit problème, un petit souci. Par exemple, vous n'avez pas d'accès à Internet pendant 48 heures, l'Internet a sauté dans votre hôtel, ou alors simplement vous êtes dans un vol long courrier, peut-être que vous êtes dans un vol, vous avez 12 heures de vol entre Paris et Kuala Lumpur, ensuite vous avez 2 heures d'escale, puis vous avez encore 7 heures de vol vers Sydney, peut-être que vous serez absent pendant 24 heures. Dans ce cas-là, c'est bien d'avoir une personne qui soit à vos côtés pour vous aider, pour vous épauler. Et puis aussi, ce qui peut arriver, c'est que parfois, quand on est en voyage, on peut être fatigué pendant quelques jours après l'arrivée dans un nouveau pays, le temps de s'acclimater, de découvrir. Ou parfois, on a l'idée de partir en excursion aussi. On peut partir en excursion pendant plusieurs jours ou un après-midi, ça dépend de ce que vous faites. Et c'est bien d'avoir une personne qui prend le relais. Donc un assistant, c'est pas compliqué, vous pouvez faire ça dans votre entourage, trouver des gens dans votre réseau ou alors tout simplement sur Fiverr.com. Donc sur Fiverr.com, vous allez taper comme ça Virtual Assistant, ça marche en français aussi. Et là, vous pouvez regarder comme ça les résultats de recherche, vous regardez les notes, vous regardez les tarifs. Ensuite, vous interviewez les personnes. Il faut bien que vos demandes soient claires avant d'interviewer des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites de la vente sur eBay, de la vente en e-commerce, ça peut être un assistant virtuel pour créer des fiches produits, pour répondre aux clients. Tout ça, il faut préparer avant une fiche. Et comme ça, ensuite, vous allez pouvoir exprimer clairement vos intentions, vos besoins assistants virtuels. Et il y a de meilleures chances qu'ils vous servent bien pendant que vous êtes en déplacement. Alors, la deuxième chose, c'est d'avoir une chaîne logistique solide si vous faites du e-commerce, c'est-à-dire que si vous êtes loin de la France, il faut que vous puissiez livrer quand même à vos clients. Donc moi, je vous préconise de passer par exemple par un agent. Donc c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je travaille avec un agent qui est en Chine et qui envoie les colis en France directement. Et si vous avez un bon agent, c'est super. Sinon, vous pouvez aussi, si vous faites du dropshipping par exemple, vous envoyer à des clients en France depuis l'Asie, vous pouvez demander à votre assistant virtuel, par exemple, de passer des commandes manuellement sur AliExpress. Comme ça, si jamais vous êtes bloqué à un moment, il peut prendre le relais pour passer les commandes. Et si vous faites du stock en France, il faut par exemple avoir quelqu'un sur place qui puisse envoyer les commandes ou alors passer par un entrepôt de logistique où il y a un organisme qui s'occupe d'envoyer les commandes pour vous, un peu comme Amazon FBA. Mais il n'y a pas qu'Amazon FBA, il y a aussi d'autres systèmes. Il y a des entrepôts indépendants où vous pouvez stocker comme ça vos marchandises et puis expédier tous les jours, vous envoyez comme ça par exemple un fichier Excel avec toutes les adresses et noms des clients et eux, ils expédient pour vous. Alors ensuite, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des procédures bien définies et enregistrées, c'est-à-dire que quand on est en voyage, on n'a pas trop le temps, voilà, on est comme ça dans un flot constant d'action, de rencontres sociales, on s'acclimate à un pays, on est dans un environnement, un climat complètement différent, donc notre cerveau, il est un peu dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir le moins possible sur la routine du business. Et il faut que vous puissiez noter vos procédures. Par exemple, quand vous répondez à des messages dans le cadre du service client, quel que soit le business en ligne que vous avez,
que ce soit par exemple du e-commerce ou alors un business de vente de formation, ou vous avez un blog, etc., bah, il y a toujours des gens qui écrivent, c'est normal, c'est bien, il faut répondre, il faut être réactif. Et pour répondre plus rapidement, parfois il y a des questions types. Par exemple, en e-commerce, les questions types, c'est où est ma commande? Eh bien, il faut que vous puissiez répondre rapidement, il faut que vous ayez comme ça des messages préenregistrés en fonction de la situation. Il faut que vous ayez des procédures comme ça, par exemple pour ajouter un produit en ligne sur votre site e-commerce, créer un site e-commerce, etc. Eh bien, il faut que vous ayez comme ça toute une checklist qui vous dise, voilà, vous faites ci, ça marche comme ça, A, B, C, D, vous cherchez le produit, ensuite vous importez le produit avec une application, par exemple Oberlo sur Shopify. Ensuite, votre assistant virtuel, il rédige une fiche produit suivant telle structure d'annonce, et comme ça c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Alors ensuite, il y a la Wi-Fi. Ah oui, dans les hôtels, ça c'est hyper important. Alors ça m'est souvent arrivé d'avoir des problèmes avec la Wi-Fi. Alors maintenant, ça se développe en 2024. Les hôtels sont quand même beaucoup mieux équipés, mais c'est quand même important d'avoir des hôtels où la Wi-Fi fonctionne. Alors s'il vous plaît, choisissez les hôtels où la Wi-Fi fonctionne, même si ça coûte un peu plus cher. Je vais vous montrer ma technique là, ici, en quelques secondes, pour trouver des hôtels avec une Wi-Fi qui fonctionne. Alors moi je vous conseille de réserver sur Booking. Ce qui est bien avec Booking, c'est que vous avez comme ça, eh bien, un catalogue immense. Je crois que c'est le plus gros catalogue d'hôtels au monde. Vous avez comme ça, eh bien, des notes aussi, et ça permet comme ça de faire le tri. Puis ensuite vous avez des critères, et on va voir comment trouver, eh bien, des hôtels où la Wi-Fi fonctionne bien. Alors j'ai pris l'exemple d'Almaty, c'est une ville au Kazakhstan, parce que là je suis en Russie actuellement, et bientôt je me rends au Kazakhstan, donc je prends cette ville à titre d'exemple. Alors par exemple ici du 5 au 8 février, deux adultes, le budget par exemple, on veut aller, on va peut-être pas prendre de moins cher, mais on va prendre par exemple entre 20 et 60 euros, comme ça la nuit, parce qu'il peut y avoir des perles, ça dépend de ce que vous voulez, donc ça dépend des villes aussi, mais parfois on a un budget par exemple à, je sais pas, par exemple on veut un hôtel à 30 ou 40 euros la nuit, mais on découvre qu'il y a un hôtel qui est bien, parfois qui est à 25 euros, mais qui est quand même bien, ou alors parfois il y a un hôtel qui est à 50, 70 euros, mais qui est une perle rare. Donc parfois, il ne faut pas hésiter à aller un peu plus haut ou un peu plus bas si on voit que bien l'hôtel est vraiment exceptionnel. Alors pour la Wi-Fi ensuite, eh bien tout simplement, déjà vous allez cocher sur connexion Wi-Fi gratuite. Alors ensuite, moi ce que je vous conseille sur Booking, c'est d'aller dans les hôtels 8+ aussi. Alors 9+, c'est un peu extrême, bon, on va peut-être pas aller dans les 9+, parce que sinon on peut se priver de super hôtels, mais il y a des hôtels qui sont vraiment excellents à 8,5, 8,4, donc c'est dommage de s'en priver, donc 8+, c'est bien comme ça. Et ensuite, eh bien, ce que vous allez faire, c'est checker la Wi-Fi dans les commentaires. Alors par exemple, si on prend cet hôtel Réunion Zilla Hotel, vous allez voir dans la note, donc sur Booking, eh bien, dans la note, il y a toujours une note sur la Wi-Fi. Donc ici, connexion Wi-Fi gratuite. Et là, on voit que c'est 8, donc ça va, c'est pas mal du tout, 8. Et ce qu'on peut faire, eh bien, c'est par exemple aussi regarder le thème de la Wi-Fi. Donc ici, vous avez une petite loupe, vous entrez Wi-Fi et vous regardez ce que les gens répondent. Alors ici, slow Wi-Fi, decent enough Wi-Fi, c'est-à-dire Wi-Fi assez décente. Wi-Fi Rabotal Atlichna, donc en russe, ça veut dire la Wi-Fi marche très bien. Donc Wi-Fi Есть, donc ça veut dire la Wi-Fi. Wi-Fi Rabotal Plora, donc là ça marche pas très bien. Donc apparemment, là c'est à 8, bon c'est pas trop mal, mais il y a quand même souvent des problèmes de Wi-Fi, donc on peut peut-être regarder un autre hôtel et aller à un niveau plus élevé de Wi-Fi. Par exemple ici, la Astoria Apartments, on va regarder la note. Alors je passe un petit peu de temps sur la Wi-Fi parce que c'est vraiment capital. Il n'y a rien de plus perturbant que quand vous êtes par exemple, je sais pas moi, vous êtes à Phuket en Thaïlande, vous êtes à Bali en Indonésie, vous êtes à Cancun au Mexique, le ciel est super bleu, la mer est bleue aussi, le sable est fin, tout va bien, c'est la belle vie, et puis tout d'un coup, bah, vous pouvez plus travailler parce que la Wi-Fi est trop lente, ou la Wi-Fi est bloquée, et parfois vous êtes même obligé de changer d'hôtel, ou alors la journée il faut aller dans des cafés ou dans des espaces de coworking, mais ça peut demander des efforts quand même, parce que parfois on aime bien travailler dans sa chambre, surtout si on prend une belle chambre pour travailler. Donc ici, on va regarder, donc ici à 9,5, ça c'est beaucoup mieux, 9,5, donc je vous rappelle le hack, CTRL F, Wi-Fi, donc ça permet de retrouver tous les commentaires qui contiennent le mot Wi-Fi, ou alors, oui, non, il y a aussi cette technique, avec la loupe Wi-Fi, donc c'est aussi plus simple, donc là il n'y a pas de commentaires, il semble, mais 9,5, on peut déjà se douter que c'est beaucoup mieux. Alors, vu que c'est dans un pays russophone, au Kazakhstan on parle russe et aussi le kazakh,
Peut-être qu'il faudrait écrire Wi-Fi en russe et on trouverait plus de résultats. Et ensuite, on analyse ce que les clients écrivent. Donc voilà, pour moi, c'est un des premiers critères pour réserver un hôtel. Alors, ensuite, vous avez la carte SIM locale, si possible. Bon, parfois, c'est pas toujours facile dans certains pays parce que ils demandent des justificatifs pour avoir la Wi-Fi. Enfin, une carte SIM, parfois, ils demandent un permis de résidence. Ça peut être un peu compliqué. Mais dans beaucoup de pays, c'est quand même assez simple. Vous arrivez à l'aéroport. Souvent, à l'aéroport, vous avez comme ça des comptoirs d'opérateurs téléphoniques et vous demandez comme ça une carte SIM. Essayez de demander une carte SIM déjà remplie avec du crédit, donc remplie avec du crédit Internet, surtout du crédit Internet. C'est très important. Il faut avoir de l'Internet. L'appel, c'est moins important parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de pays, on communique souvent avec WhatsApp, et donc c'est Internet qui prévaut. Et puis pour appeler en France, eh bien, vous pouvez utiliser Skype pour appeler sur les téléphones. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'avoir un compte Skype, de télécharger l'application Skype, et vous pouvez ensuite eh bien, acheter du crédit pour appeler des téléphones fixes. Moi, ça a beaucoup servi. Là, je suis en Russie, par exemple, et il y a juste 2 ou 3 jours, eh bien, mon compte en France a été bloqué. Donc, le Crédit Agricole en France a bloqué mon compte parce qu'ils ont vu comme ça qu'il y avait des connexions suspectes, parce qu'ils m'ont vu dans plusieurs pays. Et ils ne savaient pas que c'était moi qui étais dans plusieurs pays, donc eux, ils ont considéré que c'était suspect, ils ont bloqué le compte. Et pour débloquer, bah, j'aurais écrit par email, ils m'ont dit non, il faut appeler. Et appeler, le problème, c'est que depuis la Russie, eh bien, c'est cher en roaming. Je crois que c'est 3 euros la minute. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Skype. Et, sur Skype, j'ai utilisé un peu de crédit. Ça a dû me coûter peut-être 10 centimes, 15 centimes d'euros, et non pas 10 minutes d'appel x 3, 30 centimes, ça fait x 3 euros la minute, je veux dire. Via le téléphone, ça m'aurait coûté peut-être 25 ou 30 euros. Alors que grâce à Skype, avec du crédit, eh bien, ça m'a coûté juste quelques centimes. Alors, j'espère que vous suivez bien là pour tous les conseils business. Et d'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par le business en ligne. Donc, pour vous aider, eh bien, si jamais vous voulez développer vos business, vous voulez gagner de l'argent tout en voyageant, eh bien, j'ai créé une formation offerte. Le lien est dans la description. Et dessus, eh bien, j'explique 3 business basés sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est des business dans lesquels vous utilisez l'IA. Et je vous explique aussi comment gagner de l'argent. Comment commencer à gagner de l'argent sur 30 jours, sous 30 jours, parce que ça prend du temps, évidemment, pour développer un business, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais en tout cas, il y a des business comme ça qu'on peut lancer depuis chez soi, qu'on peut lancer rapidement, et avec lesquels on peut commencer à gagner de l'argent sous 30 jours. Eh bien, j'explique tout ça dans la formation offerte. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez voyager avec votre business en ligne, vous voulez aller en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis ou partout ailleurs, tout en ayant votre business en ligne qui tourne et qui vous rapporte de l'argent, je pense que cette formation peut bien vous aider. Alors maintenant, on va voir ce qu'il faut faire, ce que je vous conseille de faire par rapport à la vie personnelle, mais qui peut impacter votre business. Parce que par exemple, eh bien, si on tombe malade dans un pays et qu'on n'a pas d'assurance, eh bien, ça peut coûter extrêmement cher. Ça peut coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros comme ça. Et bien évidemment, il faut piocher sur le compte bancaire potentiellement de votre entreprise pour payer les frais de soins. Et c'est pour ça que c'est important, par exemple, d'avoir une assurance. Donc, je vais vous dire un peu plus tard quelle assurance prendre. Enfin, moi, ce que je prends personnellement. Alors, déjà, ce qui est important, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'avoir plusieurs comptes et cartes bancaires. Parce que ça peut arriver qu'un compte en banque soit bloqué. Comme ça m'est arrivé il y a quelques jours, comme je vous ai dit, parce que comme la banque a détecté que j'étais dans plusieurs pays, ils ont cru que c'était suspect. Et du coup, ils ont bloqué mon compte. Évidemment, je les ai appelés, ils ont débloqué. Mais bon, sur place, par exemple, imaginez que vous êtes au restaurant, votre compte est bloqué, vous ne pouvez pas payer. Eh bien, c'est bien d'avoir une seconde carte pour pouvoir régler. Après, il peut y avoir des problèmes de plafond de carte aussi. Des plafonds, par exemple, si sur une carte vous avez atteint vos plafonds, parce que quand on voyage, on a quand même pas mal de dépenses entre les billets d'avion, on a aussi les hôtels, on doit payer des équipements, la nourriture, etc. Et ça peut être embêtant d'appeler la banque, ça peut prendre du temps pour qu'ils augmentent les plafonds, donc c'est bien d'avoir une seconde carte. Et puis aussi pour les frais de change, parce que certaines banques sont plus avantageuses que d'autres. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'avoir des banques classiques, mais aussi d'avoir des banques qui permettent d'ouvrir un compte rapidement, des banques mobiles. Il y a des banques mobiles comme Revolut, N26. Je crois que chez Revolut, ils font des cartes comme ça avec des frais de change qui sont vraiment très faibles entre l'euro et puis d'autres devises. Puis aussi, si jamais votre carte est avalée dans un distributeur, ça m'est arrivé à Jakarta, en Indonésie. Une fois, je voulais retirer de l'argent comme ça. Vite, ma carte bancaire a été avalée dans un distributeur et j'avais pu la récupérer parce que le lendemain, je devais quitter Jakarta.
Puis bon, c'est pas grave, parce que j'avais d'autres cartes bancaires aussi. Et du coup, bah, j'ai utilisé les autres. Mais bon, ça peut arriver hein, que votre carte se fasse avaler. Et ça peut être compliqué. Imaginez, vous êtes au milieu de la Birmanie. Vous êtes dans un ATM, c'est-à-dire un distributeur d'argent. Souvent, ça se dit ATM à l'étranger. Ou bancomat. Imaginez, votre carte est avalée. Vous êtes au milieu de la Birmanie. Déjà, c'est pas sûr que la succursale bancaire soit ouverte tout le temps. Et puis, deuxièmement, comment vous allez faire pour pas aller en birman, pour remplir des formulaires en birman afin de récupérer votre carte? Ça peut être une mission impossible. Donc, ayez plusieurs cartes comme ça. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir, ça j'ai pas mis aussi, c'est d'avoir carte virtuelle versus carte physique. Parce que ce qui peut arriver dans un pays étranger, c'est que votre carte peut se faire pirater. Ça peut arriver, vous allez dans un restaurant et tout, et d'une façon ou d'une autre, ou parfois dans un distributeur de banque aussi, ils prennent en photo, il y a une caméra qui est installée au-dessus, ça arrive, et comme ça ils enregistrent votre code, ils enregistrent les informations de votre carte. Elle peut être piratée, alors ce que vous pouvez faire pour limiter le risque que votre carte se fasse pirater, vous pouvez utiliser une carte virtuelle sur Revolut, par exemple, ils proposent des cartes virtuelles, donc la banque en ligne Revolut, vous payez un maximum de choses avec la carte virtuelle, et quand c'est physique, vous êtes dehors, et bien payez avec la carte physique. Donc si jamais votre carte virtuelle se fait pirater, c'est pas grave, vous pouvez en générer une tout de suite, il n'y a pas de souci. Alors que la carte physique, si jamais elle est piratée et qu'elle est bloquée, eh bien il faut attendre quand même du temps avant d'en avoir une nouvelle. La banque va vous envoyer une nouvelle carte chez vous, dans votre pays d'origine, en France par exemple, mais si vous êtes en Argentine, vous êtes à Buenos Aires, bah, c'est un peu galère pour récupérer votre carte physique si elle est envoyée chez vous en France. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Oui, en parlant d'argent aussi, garder du liquide, toujours un peu de liquide, toujours. Alors ça, c'est vraiment indispensable aussi. Avoir du liquide, ça peut vous aider. Alors, vous n'allez pas forcément les changer tout de suite. Alors parfois, même souvent, il y a des meilleurs taux de change et qui sont très différents du taux officiel. Ça m'est déjà arrivé il y a une année, je suis allé en Ouzbékistan, à Tashkent, et la monnaie était complètement dévaluée, donc c'était un truc de fou. Par exemple, pour aller au restaurant, eh bien, j'avais comme ça une liasse de billets. Une fois, je me suis amusé, j'avais recouvert mon lit de billets. Enfin, c'est un truc de malade. À l'époque, 1 euro, ça valait peut-être 3000 soum, S-O-U-M. C'était la monnaie locale, ou c'est toujours la monnaie locale en Ouzbékistan. Et j'avais des euros en liquide. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux officieux, donc vous échangez du liquide, c'était bien plus élevé que le taux officiel. Donc 1 euro, officiellement, c'était 3000. Par contre, si vous avez 1 euro en liquide, vous pouvez obtenir 4000, 5000, voire 6000, voire plus. Parce que tout simplement, les gens, eh bien, ils n'avaient pas confiance en leur monnaie, donc ils étaient prêts à acheter vos euros à n'importe quel prix. Donc c'est pour ça que avoir des euros en liquide, ça peut être pas mal. Dollars ou euros. Les autres monnaies, comptez pas trop dessus parce que c'est pas reconnu. Mais il faut surtout avoir des dollars ou des euros. Surtout le dollar. Alors, dollar, c'est la monnaie de référence quand on voyage. Vous pouvez payer avec des dollars partout dans le monde. Vous pouvez quasiment partout. Il y a peut-être des pays où c'est interdit. Mais partout, les gens vont accepter vos dollars. Et ça peut vous sauver la mise. Si votre carte ne marche pas, s'il y a une panne bancaire, une panne électrique, eh bien, vous pouvez avoir comme ça de l'argent qui vous sauve. Et puis aussi, vous pouvez changer un meilleur taux, comme je vous ai dit, en Ouzbékistan. Ce qui était marrant aussi, c'est que comme ça, je suis monté dans un taxi, puis je fais un taxiste, un gros monsieur, là, comme ça, il m'a dit, voilà, vous avez des euros en liquide, je vous propose de l'argent. Et je lui demande, d'accord, quel taux vous me proposez à la banque, c'est 3000. Il m'a pas dit de numéro, il a dit, ce que vous voulez, vous proposez combien? Et moi, j'étais complètement interloqué. C'est la première fois de ma vie qu'on me proposait de l'argent où c'était moi qui fixais le taux, en fait. J'avais comme ça quelques billets en euros et tout, bah j'ai dit, je sais pas, moi j'ai dit au hasard, j'ai dit le double, j'ai dit 6000. Et le gars, il m'a échangé à 6000, le double des 3000 officiels. Que les 3000, bah, c'est quand je payais avec ma carte bancaire, par exemple, ça me prélevait 3000, pour 3000 soum ouzbek, ça me prélevait 1 euro. Et là, il y avait un monsieur comme ça qui me proposait, eh bien, pour 6000, c'est moi qui avais fixé le tarif, mais si ça se trouve, je serais monté à 9000. Il aurait quand même acheté mes euros, parce que les euros, c'est tellement précieux dans des pays où les monnaies sont instables, et bien que les gens, même des organismes parfois de change aussi, sont prêts à vous acheter vos euros, vos dollars, à des prix beaucoup plus élevés que le taux de change officiel. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir quelques euros sur soi, quelques dollars sur soi. Alors faites attention aussi, parce que parfois il y a des pays qui taxent au bout d'un certain montant, à partir d'un certain montant. Mais par exemple en Russie, ici, vous pouvez apporter 10 000 dollars sans déclarer. 10 000 dollars ou l'équivalent de 10 000 dollars. Et au-dessus de 10 000 dollars, il faut déclarer, mais je ne crois pas qu'on prélève de l'argent. Dessus, il y a peut-être une taxe, je ne sais pas du tout comment c'est en Russie, mais en tout cas, n'hésitez pas à apporter du liquide. Vérifiez quand même les différentes règles, les taxes par rapport au montant, mais souvent, vous pouvez amener suffisamment d'argent liquide sans problème, comme ici en Russie où c'est 10 000 dollars. Alors, avoir des rudiments d'anglais, oui, ça c'est important aussi. Enfin, on ne vous demande pas de parler l'anglais de Shakespeare. L'anglais de Shakespeare, de toute façon, ça va pas trop aider parce que dans beaucoup de pays,
eh bien, les gens vont pas comprendre. Si vous arrivez avec votre anglais d'Oxford ou de Cambridge et que vous demandez, je sais pas moi, par exemple un soda dans un magasin, le mec il va vous regarder, il va vous dire mais il vient d'où ce Gugus? Non, 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 pas besoin de parler l'anglais de Shakespeare, c'est même contre-productif, je sais de quoi je parle. Mais parlez plutôt, voilà, un anglais, essayez d'avoir un anglais compréhensible, un anglais où vous avez les bases, ça peut quand même aider dans beaucoup de pays du monde. Alors évidemment, il y a des applications pour traduire, etc. Mais avoir quelques mots, par exemple, where is the taxi, ou I want to go to, je veux aller là, what is the exchange rate between dollar and the local currency, donc quel est le taux de change entre le dollar et la monnaie locale. Et ça peut quand même beaucoup aider. Alors, ce que je vous conseille ensuite, c'est les poches plates. Ça, on me l'a conseillé aux Philippines, à Manille. Parce qu'en fait, aux Philippines, eh bien, j'ai une petite histoire comme ça avec des voyous en banlieue. Non, c'était au centre des Philippines, au centre de Manille, je veux dire, la capitale. Il m'était arrivé comme ça un truc un soir, j'arrive à Manille comme ça, je loge à l'hôtel. Ensuite, je vais manger dans un centre commercial à côté. Puis sur la route, il y a deux gars qui arrivent, qui ont vraiment des têtes de gangsters. Un mec grand, émacié, et le petit hargneux, comme ça, très vif. Vous voyez un peu l'archétype, le stéréotype des gangsters. Et ils commencent à m'arrêter, et puis ils me disent, ouais, tu viens d'où, etc. Et puis, ensuite, ils commencent à me dire, tu sais, ici, c'est dangereux. Ici, c'est un quartier, il y a des gangs et tout, donc paye-nous de l'argent, on te protège. Après, j'ai répondu, no, I don't stay here for a long time, I stay only for 2 days. Donc, j'étais à Manille juste pour 2 jours. Et j'aurais répondu ça, donc j'ai pas besoin d'être protégé. D'accord, ils m'ont dit, ils m'ont laissé comme ça. Je suis allé au centre commercial, le soir, je suis revenu à l'hôtel, je me repose et tout. Et j'étais assez inconscient parce qu'en fait, mon hôtel était dans un quartier chaud, en bordure d'un bidonville. Et là, le soir, je décide, je sais pas pourquoi, parce que moi, je suis quelqu'un de la nuit, comme ça, à 23h30, je décide d'aller me balader. À 23h, 23h30, il faisait nuit dans un quartier dangereux, et j'y vais, j'étais fou. J'ai 22 ans à l'époque. Et là, je me balade, et puis je retrouve les deux mêmes gars dans la rue, là, deux silhouettes sombres qui arrivent vers moi, le gars grand et émacié, puis le petit hargneux. Et là, il commence à me dire hello again, let me show you a bar. Let me show you a bar. Donc, permets-moi de te montrer un bar. Et là, ils étaient un peu menaçants, donc du coup, j'ai dit non, je vais les suivre. Et je vais me barrer dès que je peux. Ouais, j'ai trouvé une occasion pour me barrer, donc j'arrive dans un bar, et puis j'entre dedans. Et là, ces deux gars, ils me montrent un canapé comme ça, il y a 8 ou 10 filles qui sont assises, visiblement des prostituées, et puis ils me disent, voilà, choose a girl, parce qu'ils voulaient que je dépense de l'argent en fait, choose a girl, et je dis, non, non, I cannot, I have a girlfriend, I'm not going to choose a prostitute, j'ai une petite amie, je peux pas prendre de prostituée, et donc il faut, ouais, je voulais comme ça rester diplomate pour pas envenimer la situation et partir le plus tôt possible, donc d'accord, ils ont dit ok, après ils m'ont dit, they are smoking, take some weed, ou take some cigarettes, some bédo, je sais pas comment on dit en anglais, prends un bédo, et j'ai dit, non, non, moi je prends pas de drogue, non, c'est pas mon délire. D'accord, d'accord, après, on consomme une bière, et j'ai dit, non, non, je pas de bière, moi, non, non, je bois pas d'alcool, voilà, j'essaie de trouver toutes les excuses du monde, et après je commence à dire, non, je suis fatigué, là, je vais rentrer, donc là, je commence à me barrer, les deux gars, ils me suivent. Et tout d'un coup, il y a le grand émacié là, qui m'attrape comme ça, le bras. Et puis le petit qui dit, maintenant, il faut que tu payes. You have to pay. You have to pay now. You have to pay for your protection. Tu dois payer pour ta protection. You know, my friend, he killed people. Il a dit comme ça. Tu sais, mon ami, là, celui qui me tenait, là, le méchant, là, il a tué des gens. Et là, oula, j'ai commencé à être inquiet et tout. Et ce que j'ai fait, j'ai réfléchi. Quand on sortait, bon, je leur donnais de l'argent. Alors. J'aurais donné un peu d'argent. Et ils m'ont dit c'est pas assez, il faut que tu donnes plus. Au final, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai vu que j'avais de l'argent étranger, de l'argent justement d'Ouzbékistan. Je parlais d'Ouzbékistan avant. Et là, c'était aux Philippines, donc je leur donne finalement une liasse de billets parce qu'en fait, en Ouzbékistan, l'argent valait rien, mais je leur donne quand même une liasse et je leur dis it's a foreign money. Et là, ils ont commencé à dire foreign money, yes, give. Et après, ils sont partis dans l'obscurité, ils sont partis. Mais ils ne se sont pas rendus compte que ce que je leur avais donné, l'argent ouzbek, ça valait peut-être moins d'1 euro. Je leur avais donné comme ça une petite liasse de billets, mais ça valait peut-être 70 centimes, 80 centimes d'euros, et ils sont partis dans l'obscurité. Au final, cet argent m'avait sauvé parce que ça avait permis bien, de satisfaire ces bandits.
Bon, visiblement, ils n'étaient pas si méchants que ça, même s'ils disaient qu'ils avaient tué des gens et tout, mais bon, j'en suis quand même bien sorti. Après, je reviens à l'hôtel. À l'hôtel, il y avait un garde, hein, parce que c'était quand même un quartier assez chaud, donc il y avait un garde en permanence, et je lui dis, mais ouais, je suis tombé sur de bandits, et puis il m'a dit, ouais, il y a des précautions à prendre, par exemple, c'est bien ce que vous avez fait d'avoir un peu d'argent pour donner, et puis il y a toujours les poches plates. Voilà, on parlait des poches plates. Quand on voyage à l'étranger, eh bien, avoir des poches plates, c'est-à-dire que ça montre que vous n'avez rien dans vos poches, et donc il y a moins de chances que les voleurs viennent vers vous. Donc ça, c'est un autre conseil que je vous recommande, surtout si vous voyagez dans des pays un peu plus risqués, comme dans certains pays d'Amérique du Sud notamment, on peut vous voler. Il y a plus de chances qu'on vous vole même en Europe, hein. À Paris, on peut se faire voler, dépouiller aussi. Donc il faut avoir des poches plates et rien avoir dedans. Voilà. Ensuite, avoir deux téléphones. Alors deux téléphones, ça c'est utile aussi. Par exemple, s'il y en a un qui saute, voilà, vous avez toutes vos applis bancaires, vous avez aussi un de vos téléphones qui est volé aussi. Je parle surtout par rapport aux applis bancaires, aux messageries aussi. Ça c'est. Et puis aussi pour accueillir vos cartes SIM, si vous avez plusieurs cartes SIM. Moi personnellement, j'ai 3 cartes SIM. Même plus avant, mais j'en ai jeté certaines. Mais j'ai 3 cartes SIM qui fonctionnent en permanence, donc c'est bien quand même d'avoir plusieurs téléphones. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'enregistrer des informations importantes sur un cloud comme Google Drive, c'est-à-dire un serveur à distance où vous enregistrez bien tous vos documents, vos fichiers. Par exemple, si vous vendez sur Internet, vous avez probablement une liste de clients, ça vous ne pouvez pas la perdre, votre liste de clients. Il faut l'enregistrer en dehors de votre PC. Si jamais votre PC tombe en panne, eh bien, il faut que votre liste soit accessible de n'importe où. Et c'est bien d'enregistrer ça sur un cloud, sur Google Drive. Comme ça, eh bien, vous pouvez toujours accéder à vos informations importantes comme votre liste de clients ou par exemple des vidéos. Si vous avez des formations que vous vendez, des formations en ligne, eh bien, je vous conseille de garder vos vidéos quelque part, pas que sur votre PC, mais aussi sur un cloud. Et ça, c'est super important aussi. Puis si jamais, par exemple, vous devez laisser votre PC, je sais pas, c'est un peu lourd, vous partez par exemple en excursion quelque part, mais vous avez quand même besoin de vérifier des documents, vous pouvez ouvrir le cloud depuis votre téléphone ou dans un cybercafé aussi, ou sur le PC d'un camarade de voyage. Donc ça, c'est bien quand même d'avoir des informations sur un cloud. Alors, encore un autre truc, oui, il y a beaucoup d'infos, mais franchement, ça peut vous aider. C'est basé sur des années de voyage et de déplacement et tout ça. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quand même pas mal pris l'avion. Avoir un VPN, donc c'est important. Si un VPN, c'est quoi? C'est un logiciel qui change votre adresse IP. Parce que tout simplement, dans beaucoup de pays, vous avez des sites qui sont bloqués. Donc, c'est bien d'avoir un VPN pour accéder à certains sites. Parce qu'il y a quand même des restrictions dans certains pays. Déjà, et puis deuxièmement, ça permet d'avoir des billets d'avion moins chers. Par exemple, si par exemple vous réservez un billet d'avion, par exemple vous êtes, admettons en Malaisie, vous êtes à Kuala Lumpur, et vous voulez réserver un billet d'avion pour aller à Colombo, au Sri Lanka, et bien peut-être que si vous réservez avec une IP malaisienne, ce sera plus cher que si vous vous placez dans un autre pays. Donc vous changez d'adresse IP, ou vous vous placez par exemple en Australie, ou vous vous placez au Népal par exemple avec une adresse IP népalaise. Eh bien, ils vont vous afficher des tarifs différents. Parfois, les tarifs sont différents et seront moins chers quand vous réservez d'un autre pays. Donc, c'est judicieux de changer d'adresse IP. Donc, ça permet, comme je vous ai dit, d'accéder aussi à certains sites bloqués. Et puis aussi, avoir une adresse IP, ça sécurise votre connexion. Comme ça, eh bien, l'opérateur d'Internet n'a pas accès au site que vous visitez, que vous consultez. Il y a moins de chances quand on vous pique aussi vos mots de passe, etc. Donc, c'est pour des raisons de sécurité. Et un VPN que je vous recommande, c'est HMA. Hide My Ass en anglais, voilà. Vous pouvez y aller, c'est pas très cher, peut-être 7-8 $. Bon, prenez quand même un bon truc, hein, pas un VPN où il y a des adresses IP partagées par trop de monde ou qui sont pas acceptées par certains sites, parce que parfois il y a des adresses IP qui sont recyclées à l'infini et du coup, par exemple, vous allez sur Google avec cette adresse IP, vous aurez des captcha ou des choses comme ça, vous ne pourrez pas accéder à tous les sites. Prenez quand même des adresses IP propres, c'est pour ça qu'il faut prendre un VPN plutôt reconnu. Et Hide My Ass, c'est bien parce que c'est un bon rapport qualité-prix, donc vous pouvez utiliser ça. Ensuite, avoir des contacts de confiance, des amis si possible, ça peut être déjà des gens de l'hôtel, essayez d'être toujours sympa. Ce que je vous recommande quand vous allez à l'étranger, soyez toujours sympa avec les gens dans les hôtels, les personnes qui nettoient votre chambre, les personnes à la réception, parce qu'ils peuvent être vraiment bien, de bons amis déjà avoir des contacts locaux pour leur poser des questions, vous pouvez échanger des choses, souvent ils sont très curieux aussi par rapport à vous, et puis ils peuvent vous aider aussi, ils peuvent vous donner des recommandations, donc ils peuvent vous dire par exemple les quartiers il faut aller ou les quartiers qu'il faut éviter, etc. C'est franchement super d'être en bon rapport avec des personnes sur place. Vous pouvez rencontrer des gens sur internet avant de venir aussi.
Essayez aussi de demander des recommandations locales. Ça, d'ailleurs, les gens dans les hôtels, par exemple, ou les hôtes, c'est bien d'aller dans les maisons d'hôtes aussi, parce qu'ils connaissent bien la région. Et ils pourront vous donner des recommandations de restaurants pour la nourriture. Ça, c'est important aussi, parce que allez pas vous choper une intoxication, hein, surtout pas. Et essayez d'aller dans des restaurants comme ça qui sont reconnus par le public local. Et par expérience, je sais que les intoxications, c'est plus, par exemple, dans les restaurants un peu occidentalisés que dans les restaurants vraiment locaux. Parce que dans les restaurants locaux, par exemple, en Asie, ils utilisent beaucoup d'épices. Ils utilisent la nourriture fraîche aussi, parce que souvent dans beaucoup de pays, les gens n'aiment pas manger de la nourriture conservée. Donc les épices plus nourriture fraîche, ça fait qu'il y a très peu de risques d'avoir une intoxication, une bactérie. Alors, dans les restaurants de type occidentaux, eh bien souvent ils n'ont pas forcément les mêmes standards qu'en Occident, et puis ils gardent la nourriture pendant longtemps, et ça peut amener des intoxications. Donc, croyez-moi. Se renseigner sur la ville avant de venir aussi, allez sur Wikipédia, renseignez-vous sur la ville, la région, la mentalité des gens aussi, quelques phrases de base, et aussi les différentes ethnies, parce que dans un pays, ben, c'est pas uniforme. Il y a des ethnies, parfois ils s'entendent pas forcément super bien, donc il faut faire attention, il faut pas confondre les gens en fonction de l'ethnie. Par exemple, vous allez en Russie, là où je suis, bah, la Russie c'est un pays où la majorité de la population est slave, d'origine slave, mais il y a aussi beaucoup d'ethnies différentes. Par exemple, vous allez dans le massif du Caucase, au sud de la Russie, vous avez une région qui s'appelle le Daghestan, il y a la Tchétchénie, il y a l'Ingouchie, il y a la région d'Adyguéa, de Kabardino-Balkarie, etc. Il y a plein de régions et il y a des peuples différents qui vivent dans chaque région. Ils ont chacun leurs coutumes, ils ont chacun leur histoire, donc il faut s'enseigner sur leur histoire. Et puis, par exemple, pas dire à quelqu'un de Kabardino qu'il est un Balkarien, c'est deux ethnies différentes. Voilà, donc il faut faire attention à ça aussi. Et les gens sont très ravis si vous vous intéressez aussi à l'ethnie locale, aux coutumes locales, à la gastronomie locale, etc. Encore un autre truc, abonnez-vous aux newsletters des compagnies aériennes, parce que ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent, croyez-moi. Donc là, je vais vous montrer ma boîte email. Donc par exemple ici, j'ai des promotions de Ryanair, de Volotea, de Pegasus, qui est une compagnie turque, de Air Baltic, qui est une compagnie balte. Donc je réserve presque exclusivement mes billets comme ça. Donc dès que j'ai une alerte comme ça dans ma newsletter, que Air Baltic fait une promo, par exemple, eh bien je réserve tout de suite. Donc je réserve avec plusieurs mois d'avance, mais comme ça, en étant abonné aux newsletters, vous allez économiser beaucoup d'argent. Ça vous évite de payer plein pot à chaque fois. Donc par exemple, si Volotea, dernier jour, envolez-vous à partir de 29 euros, comme ça, vous voyez Fuerteventura, Lille, 29 euros, Grande Canarie, Tenerife Sud, 46 euros. Et à long terme, eh bien, vous allez économiser pas mal d'argent. Donc, allez sur les sites comme ça. Et vous avez comme ça un champ, vous allez sur n'importe quelle compagnie, par exemple, là je vous ai montré Volotea. Volotea, c'est une compagnie espagnole qui fait des vols transversaux en France, beaucoup de vols transversaux, par exemple Caen-Marseille, Caen-Nice, Rennes-Marseille, c'est intéressant ça. C'est une bonne alternative au TGV si vous voyagez sans passer par Paris, mais à l'intérieur de la France. Et là, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ici. Voilà, vous entrez votre email. C'est comme ça dans beaucoup de compagnies. Ensuite, renseignez-vous sur le groupe Facebook, sur les groupes Facebook des régions que vous visitez, parce qu'il y a souvent des tuyaux que les gens se partagent. Allez sur les groupes internationaux, donc des groupes d'expatriés, et allez aussi sur des groupes de francophones qui vivent sur place. Ça peut beaucoup aider. Par exemple, quand j'étais en Équateur en 2020, c'était juste au moment du Covid, des confinements, etc. Et on était tous bloqués à Quito, la capitale de l'Équateur, et ça permettait de communiquer. Par exemple, j'étais sur un groupe des Français de Quito, de l'Équateur, donc on communiquait ensemble, et c'est grâce à ce groupe Facebook aussi que j'étais au courant, par exemple, des différents tuyaux. Et puis un jour, le gouvernement français a organisé un vol de rapatriement pour les Français bloqués à Quito, en Équateur et dans toute l'Équateur, et grâce à ce groupe, eh bien, j'étais au courant de comment ça se passait, etc. Donc c'est vraiment super, il faut rester vraiment connecté aux autres voyageurs grâce à des groupes Facebook. Allez aussi sur le site français des affaires étrangères, donc vous tapez conseil aux voyageurs et vous tapez par exemple le pays en question. Par exemple, il y a un pays que je rêve de visiter, moi c'est la Birmanie ou le Myanmar. Il y a plusieurs noms, enfin je crois que maintenant on dit le Myanmar, mais en français on a gardé l'ancien nom de la Birmanie. Alors malheureusement, c'est un pays qui est en proie à beaucoup d'instabilité. Donc vous voyez qu'ici c'est en rouge presque partout, sauf les villes principales, la Rangoon et Mandalay. Donc il faudra peut-être même sûrement que j'attende avant de visiter la Birmanie. Donc c'est bien de se renseigner. Ici ils vous disent en plus des détails sur chaque État, chaque région, là où il y a plus d'instabilité, là où c'est sécurisé, etc. Et puis les conditions d'entrée aussi pour les visas. Donc je vous conseille vraiment le site de la diplomatie française. Ils sont très bien, très efficaces. Moi, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour la diplomatie française. Ils font un super travail. Et même si vous n'êtes pas français, vous pouvez regarder leur site. Il y a plein d'informations qui sont super.
Ils mettent ça à jour tout le temps aussi, dernière mise à jour le 14 novembre, donc n'hésitez pas à vous renseigner dessus. Et puis l'assurance santé, alors l'assurance ouais, c'est capital aussi. Alors l'assurance, évidemment, on espère que ça arrivera jamais, qu'il n'y a jamais rien qui se passera, mais voilà, ça peut aider parce que les frais d'hospitalisation ou de soins sont souvent très très chers à l'étranger. Alors quand j'étais résident en France, j'utilisais Europe Assistance, ils sont vraiment très très bien. Une fois je suis fouillé la cheville à l'étranger, je les ai appelés et tout de suite, eh bien, ils m'ont pris en charge. Voilà, donc souvent en fait les assurances comme ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avancer les fonds. Vous n'aurez pas besoin de débourser dans la clinique ou l'hôpital, même pour les petits bobos, comme ça, se fouler une cheville, mine de rien. Si vous faites un rayon X, un bandage, dans beaucoup de pays, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, ça peut coûter 2000, 3000 euros juste pour un petit truc. Alors que ces assurances, eh bien, ils vont prendre ça en charge. Et parfois, ça peut même s'élever à des montants plus importants si c'est quelque chose de plus sérieux. Donc, essayez d'avoir une petite assurance comme ça. Souvent, c'est pas très cher par rapport aux bénéfices que ça apporte. Et puis, si vous vivez ailleurs, dans n'importe quel pays, vous êtes résident aux États-Unis, vous tapez USI Travel Insurance. Voilà, Travel Insurance pour vous, si vous êtes résident aux États-Unis. Parce que les assurances, c'est lié en général au pays où vous résidez. Et ça couvre certaines régions du monde. Donc, faites attention aussi dans l'assurance parce que parfois, ça couvre uniquement certaines régions du monde. Il y a plusieurs options. Et ce qu'il faut savoir, c'est que et bien souvent, États-Unis et Australie, c'est en dehors du champ des assurances parce que c'est des pays où la santé coûte très cher. Donc, il faudra payer un supplément. Donc, par exemple, si vous envisagez de voyager à travers le monde, eh bien, il faudra payer un supplément pour être assuré dans votre voyage aux États-Unis parce que là-bas, les frais de santé sont plus importants qu'ailleurs. Donc, il faudra payer un montant supplémentaire. Ouais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous partez pour bientôt grâce à votre business en ligne, allez-y, foncez. Si vous envisagez de partir, si vous hésitez, allez-y. Et puis si vous êtes encore en train de rêver de voyage grâce au business en ligne, eh bien moi ce que je vous dis c'est que dès ce soir, eh bien créez votre business. Lancez-vous maintenant. Il y a une formation offerte, je vous rappelle, le lien dans la description. Je vous donne 3 business que vous pouvez lancer. Je vous donne des techniques, je vous donne aussi une méthodologie pour commencer à gagner de l'argent sous 30 jours. Donc allez-y, il y a des informations intéressantes. Et franchement, le business en ligne, c'est vraiment le meilleur outil pour voyager. Évidemment, si on est rentier, c'est bien aussi, si on a des rentes, mais tout le monde n'est pas rentier. Et en tout cas, moi, je ne suis pas rentier, donc c'est pour ça que mon business, eh bien, ça m'aide beaucoup pour voyager. Donc ça fait plusieurs années que je parcours le monde comme ça. Et je vous souhaite maintenant une très très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt.